La question, elle était, le design thinking, est-ce que c'est un effet de mode ou un changement de paradigme? Point d'interrogation. Et je me suis dit, waouh, je ne m'étais pas vraiment totalement bien posé en fait cette question. En deux mots, on est en fait un démonstrateur comme toutes les initiatives d'excellence de formation innovante qui a été en fait lancée par l'Agence nationale de recherche et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement. Initiative d'excellence de formation innovante, donc il y a eu un fonds qui a permis de financer 30 projets en France. Et nous avons soumis en effet la création d'une e-school. En partenariat donc avec les écoles qui ont été citées. Notre mission, comme tout EDFI, est d'être un démonstrateur des pédagogies du futur. Waouh! Et nous, c'est en innovation par la discipline du design thinking. Et on a donc deux grosses missions: transformer en fait des cours existants en master avec des taux de pénétration qui sont différents sur chacun des établissements partenaires, et inspirer tout professeur, qu'il soit français ou étranger, tout professeur qui voudrait monter une pédagogie design thinking, l'inspirer par une plateforme de ressources pédagogiques, et puis des colloques et des échanges, et une possibilité de s'inspirer chez nous, comme moi j'ai été inspirée. Alors inspirer, j'aime bien cette notion d'inspiration, puisque je pense, et vous verrez sur la présentation, ce qui est important et un des messages clés que j'ai à apporter, c'est que le design thinking, c'est vraiment une culture, la culture de l'exploration, la formalisation aussi académique de cette culture qu'on trouve dans la Silicon Valley. Et ce qui est très intéressant, c'est de repérer les codes, les valeurs, les normes, les rites et plein d'autres choses, et puis de les réinventer et de se les réapproprier pour se créer en fait sa propre culture. Donc moi je vais rester pour l'instant, je suis une élève sage, je vais répondre à la question qui m'avait été posée. Donc le design thinking, est-ce que c'est en fait un effet de mode ou un changement de paradigme? Eh bien, les deux, Madame la Marquise, parce que oui, en effet, c'est un phénomène mondial, mais qui s'appuie sur une réponse à des nouveaux besoins en fait de la société, nouveaux besoins en fait des entreprises. Et en effet, en tout cas, dans mon petit monde, ça a été un changement de paradigme. Alors peut-être que pour d'autres, et en effet, je le vois en fonction des disciplines, c'est moins un changement radical de paradigme que dans d'autres disciplines où c'est vraiment un changement de paradigme éducatif. On va dire que ça dépend évidemment donc dans quelle discipline on est, et quel type de prof, et quel type de mode pédagogique qu'on a mis en place. Donc pour moi, le changement de paradigme, oui pour moi. Après, je le mettrai avec un point d'interrogation en fonction évidemment du type de pédagogie que vous avez déjà mené. Donc pourquoi il y a eu cet essor et ce phénomène mondial? Pourquoi il y a eu cette traînée de poudre finalement? Je pense que parce que ça résout en fait des problèmes qui sont de nature différente, et on a aujourd'hui de vrais besoins de résoudre des problèmes de nature différente. Donc on a des enjeux de société qui sont difficiles, notamment liés au développement durable, préserver la biodiversité, la rareté des ressources, la pollution, la pauvreté, les pluies acides. Et tout en fait ces enjeux de société sont finalement des systèmes interconnectés. Ce qui veut dire que notre approche linéaire de la résolution en fait, des problèmes est généralement un petit peu et porte des fruits, mais ne donne pas en fait entièrement satisfaction. Donc ce qui veut dire qu'il faut au niveau en fait, de l'esprit et la façon dont on résout nos problèmes, finalement les résoudre d'une façon différente. Alors il y a un concept que j'aime beaucoup, qui s'appelle le super wicked problem, c'est-à-dire des problèmes super méchants. C'est donc dans la littérature quelqu'un qui s'appelle Rittel qui a très très bien défini ce que c'était en fait ces problèmes super méchants, essentiellement liés à tous les problèmes d'urbanisme au début. Et finalement, il définit ce problème où c'est des problèmes qui ne sont pas compris avant la formulation d'une solution. On n'arrive jamais en fait finalement à stabiliser les règles du jeu. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est unique, c'est nouveau, chacun des problèmes est unique et nouveau. C'est une opération one-shot qu'on essaye en fait de résoudre ce problème et qu'il n'y a pas forcément de solution alternative. Donc c'est une nature de problème très difficile. Et du coup, évidemment, si c'est de nouveaux problèmes de nature différente, si on fait exactement la même chose, on ne risque pas de résoudre d'une façon efficace ce nouveau type de problème. Au niveau des entreprises, on voit bien qu'il y a quand même globalement une nécessité à chaque fois de se redéployer, une nécessité en fait d'aller de l'avant et créer en fait de la valeur dans une compétition internationale qui n'est pas forcément facile. Donc gagner en différenciation et gagner en ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, c'est vraiment fondamental. Donc il faut innover. Innover pas par rapport à des produits qui sont de plus différents,
les gens viennent pour ces produits et pas d'autres produits, donc il y a une différenciation qui est importante, et l'innovation est une clé en fait dans cette différenciation et dans cette attractivité. Donc ce qu'on oppose généralement pour pouvoir retrouver un cycle de croissance dans une entreprise, j'oppose énormément cette culture de l'exploitation par rapport à une culture d'exploration. Si on optimise un business model qui existe déjà, des lignes de produits qui existent déjà, des usines qui existent déjà, des magasins qui existent déjà, des catalogues qui existent déjà, on est vraiment dans une culture en fait, d'exploitation et d'optimisation de l'existant. Nos systèmes éducatifs et l'organisation dans une entreprise sont très très bien rodés dans cette optimisation de l'existant et dans cette culture de l'exploitation. La culture du design thinking, ça vous permet en fait de créer une culture de l'exploration. C'est une autre type de culture et la première chose qu'il faut admettre, c'est que c'est un autre type de culture. Ce ne sont pas les mêmes référentiels, ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes métriques, ce ne sont pas les mêmes... voilà, ça s'organise autrement et qu'il faut être dans cette culture de l'exploration. Et évidemment, si vous commencez à prendre les codes d'une culture de l'exploitation pour faire de l'exploration, bah devinez, ça ne marche pas. Donc les codes de la culture d'exploration sont tout aussi précis. Alors quand on rentre en fait dans la culture de l'exploration, il faut après en effet mettre en place, c'est ce qu'on dit un changement de paradigme, les référentiels ne sont pas en fait les mêmes. Donc quels sont les types de référentiels que pour l'instant j'ai vus et qui en termes de paradigme éducatif, de la façon dont on va en fait finalement éduquer des élèves pour qu'ils innovent dans ce paradigme design thinking, bah, ça va être en fait différent. La première chose, c'est qu'on ne va pas avoir le dogme que l'innovation va venir en fait de l'invention et donc d'un programme R&D, et on n'est pas en fait dans ce dogme de la valorisation des nouvelles technologies. À la rigueur, on n'en parle même pas des nouvelles techno, on ne parle pas de valorisation des nouvelles techno. Non, on va dire en fait que si on veut innover, on doit innover pour les gens. Donc on va commencer par les gens. C'est qu'est-ce que veulent les gens, qu'est-ce que les gens souhaiteraient, qu'est-ce qui serait souhaitable pour eux, mais on va être plutôt en fait sur l'humain, et ensuite on va aller chercher les technologies qui permettront de satisfaire ses besoins, ses attentes, créer en fait de nouvelles expériences qui soient différentes. Alors dans la Silicon Valley aujourd'hui, le maître mot c'est vraiment cette idée d'expérience utilisateur. C'est en quoi votre produit-service est-il différent pour résoudre de manière efficace, effective, le problème utilisateur auquel vous vous attaquez. Donc c'est l'expérience utilisateur qui est vraiment clé dans le système. Alors c'est difficile de passer du produit, service à l'expérience utilisateur. C'est aussi en fait tout un programme éducatif. C'est pas forcément facile, et surtout par exemple sur un public d'ingénieurs, sur un public en fait quel qu'il soit, parce qu'il a la notion d'expérience est difficile à appréhender cognitivement, et encore plus difficile à appréhender quand on essaye en fait d'éduquer. Et on est focalisé sur cette idée qu'il faut créer des nouvelles expériences aux gens. Les produits, ça ne suffit plus, les services, ça ne suffit plus. Ce que les gens en fait veulent, c'est un nouveau type d'expérience qui va évidemment après s'appuyer sur du produit et du service, et peut-être pas que. Donc nous, au niveau éducatif, ça nous change aussi le profil éducatif qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on passe, donc, ce qui est très connu, du I-shape au T-man. C'est-à-dire que d'une façon classique, on essayait d'avoir des gens qui avaient une très grande expertise dans un domaine donné. Et là, on va essayer d'avoir des gens qui vont pouvoir créer quelque chose de nouveau en synthétisant une connaissance qui vient de différents domaines. Donc c'est très différent. Donc la capacité analytique qui était considérée comme le sésame et une quête en fait pour le profil éducatif qu'on avait, une grande expertise dans un domaine donné. Ben là, on va avoir une capacité certes analytique, on ne va pas l'oublier quand même, mais il faut aussi travailler la capacité intuitive, parce que ça va être la capacité donc de créer quelque chose de nouveau en synthétisant des connaissances dans différents domaines. Alors pour nous, enfants de Descartes, on va passer donc je pense, donc je suis, à je ressens, je réalise, je fais, et donc je pense, et donc je suis. Ce qui veut dire qu'on va demander en fait à l'élève d'être touché par quelque chose et de ressentir quelque chose, d'avoir de l'empathie comme on dit pour quelqu'un, pour qui veut en fait innover. Après on va lui demander de réaliser quelque chose pour cette personne. Évidemment après on va lui demander de réfléchir, mais qui va être plutôt une réflexion par rapport à la pratique. Ça marche pas, il en veut pas, et toi qu'est-ce que t'en... Donc c'est ce qu'on appelle nous de la réflexivité. Et après ça va définir en fait, en effet, s'il a été bon ou pas bon en fait dans ce cours.
Donc ça nous change en fait le programme qui était et c'est un changement dit épistémologique, puisqu'on était vraiment dans un paradigme très lié au positivisme, et que là on rentre en fait dans le paradigme épistémologique du pragmatisme, de la phénoménologie et évidemment du constructivisme. Donc en termes de comment en fait on met en œuvre et on crée cette ingénierie pédagogique, c'est très différent. On passe d'un apprentissage individuel à un apprentissage en fait par équipe, donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'examen individuel, mais il y a une réalisation d'un projet. Et si vous avez déjà fait des équipes multidisciplinaires, généralement ça commence par ça. C'est-à-dire que si nous n'avons pas la transdiscipline du design thinking, on a plus de conflits, de tensions dans l'équipe et de paralysie que véritablement de réalisation together, quoi. Et donc c'est vraiment une nécessité d'avoir cette transdiscipline au-delà en fait de sa discipline de base. Alors en 3 mots, le design thinking, donc c'est une discipline qui a emprunté au monde des designers un certain nombre d'outils et qui permet en fait de mettre en correspondance ce que veulent les gens, ce qui est désirable pour les gens, ce qui est faisable par les technologies et ce qui est viable économiquement pour l'organisation ou pour l'entreprise qui veut le mettre en œuvre. On est passé en fait du design aux artistes défini par le style et la forme, au design aux ingénieurs par la fonction et par les technologies. Et puis là, on est sur un design aux équipes multidisciplinaires, donc qui passe par l'expérience et puis par la capacité en fait de faire du business et qui donne beaucoup de conseils en fait pour les profs pour pouvoir créer en fait ce type de pédagogie à des niveaux différents dans leur établissement. Mais on est sur de l'apprentissage des connaissances, on passe sur la réalisation d'un projet, on passe d'un amphithéâtre à des lieux de D-School qui sont très très différents et surtout des lieux où on innove, c'est-à-dire l'extérieur, la Fondation Favier. On passe d'examens notes et individuels à évaluer l'impact réel des projets de nos élèves, soutenant ce rapport, mais on va leur demander après aussi la réflexivité qu'ils ont, puisque plus vous vous plantez et plus vous réfléchissez pourquoi vous vous êtes planté et comment la prochaine fois vous n'allez pas vous planter, plus la prochaine fois vous allez réussir. Plus vous réussissez et moins vous réfléchissez à pourquoi vous avez en fait réussi, plus vous allez vous planter la prochaine fois. Donc la capacité de réflexivité, qu'elle soit échec ou succès, elle est fondamentale. Ensuite, on a un changement d'écosystème, étudiants avec quelques professeurs. On passe de processus linéaires à des processus cycliques et itératifs. On s'inspire, on a ideation, on fait de l'implémentation. On passe de comprendre un problème par l'analyse à comprendre en fait un problème en allant sur le terrain, en faisant ce qu'on appelle de la recherche ethnographique, en rencontrant les gens, en discutant, en observant et en voyant qu'il y a des comportements des fois un peu déviants qu'on n'avait pas en fait forcément attendus. On passe aussi de l'idée qu'il faut avoir des idées. Je lutte beaucoup, donc l'idée, et l'idée en fait est la première source de tout processus d'innovation. Donc des brainstorming, oui, on en fait. Et la réalisation, le type de protos qu'on va faire sont de toute définition. Le plus important en fait de tous ces protos, c'est de tester comment les gens vont pouvoir en fait accueillir cette réalisation. Le prototype n'est pas un démonstrateur technique, c'est vraiment un test utilisateur pour pouvoir comprendre si ça rentre dans l'expérience, si on aime l'expérience ou si on n'aime pas. Et on change de référentiel. On est moins sur l'idée en fait, et je vais finir là-dessus, on est moins sur l'idée en fait de méthode que sur l'idée en fait qu'on diffuse une culture pour innover en fait grâce au design thinking. Et vous avez 100 repères donc dans la scénarisation des espaces, dans la scénarisation des équipes, dans la scénarisation de l'ingénierie pédagogique que vous pouvez mettre en place, parce que l'objectif, il est de créer sa propre culture, ensuite design thinking, et évidemment pas de transférer telle qu'elle. Pour la posture en fait du professeur, on passe de diffuseur en fait de connaissances à on était en fait chef de projet, on définissait des projets, on passe en fait à l'idée de scénariste, c'est-à-dire qu'on doit en fait scénariser les équipes, les espaces, les outils en permanence, et c'est un boulot qui est à la fois passionnant mais qui est à la fois en fait rend très très modeste, parce que c'est pas parce que vous avez réussi avec tel projet et telle équipe que vous allez réussir la prochaine fois avec telle équipe et tel autre projet. Donc c'est plus on en fait, plus on se dit waouh, c'est bien que j'ai réussi ce coup-là, mais est-ce que le prochain je vais le faire? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut applaudir.